Imaginez que vous vous réveillez à l'hôpital pour apprendre que les médecins doivent vous amputer les pieds et les mains ou encore le pied pour vous sauver la vie. C'est exactement ce qui est arrivé à Christine Caron et Djibril Kandé, le prix terriblement éprouvant qu'ils ont payé pour une maladie appelée sepsis qui a bouleversé leur vie. Moi, j'ai pas pris les nouvelles très bien. J'ai fait une dépression. J'étais suicidaire à un point. Être capable de garder ma main droite, ça a changé mon esprit un peu. Mais j'étais une mère dans une situation monoparentale, très indépendante. Alors, ça a touché toute ma vie. Selon Sepsis Canada, près de 200 Canadiens meurent chaque jour de cette maladie. Certains, comme Christine et Djibril, ne survivent qu'après des mois d'hospitalisation. Le docteur disait que j'étais gravement malade, je ne pouvais pas me bouger parce que j'étais sur le lit, ça fait longtemps, puis j'ai perdu beaucoup de poids. J'avais ma barbe, puis ils expliquaient que je serais dans l'hôpital pour un long séjour. Le sepsis survient lorsqu'une infection quelque part dans le corps déclenche une énorme inflammation qui entraîne l'arrêt des organes. C'est l'état de santé le plus mortel au monde. Et des médecins comme François Lamontagne tentent de changer les choses. Je pense que la première étape urgente, ce qu'on aurait dû faire hier, c'est de régler la question du monitoring et du suivi des statistiques épidémiologiques. Parce que ça, les données, elles existent. C'est pour de mauvaises raisons qu'elles sont difficiles d'accès et difficiles à traiter. Mais en donnant les ressources à des organismes compétents, on est capable tout de suite de mieux comprendre l'ampleur du problème, les différentes sortes de sepsis. Bonjour et bienvenue au balado d'information sur la santé au Canada, la plateforme qui vous fournit de véritables expériences sur des sujets de santé qui comptent pour nous tous. Ici, Ali Agnan, l'animatrice de cette conversation. Rappelez-vous que les opinions et les commentaires de nos invités ne reflètent pas nécessairement ceux de l'ICIS, mais il s'agit d'un échange libre et ouvert, et celui-ci porte sur le sepsis. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui Christine Caron et Djibril Kandé d'Ottawa. Bonjour Christine. Bonjour Alia. Bonjour Djibril. Bonjour Lia, ça va? Bien, merci. Et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, je vais commencer par vous, Christine. Connaissiez-vous le sepsis avant que vous l'ayez eu? Non, j'ai jamais entendu le mot. J'ai entendu le mot choc septique sur la télé, mais autrement, non. Et vous, Djibril? J'ai déjà entendu souvent dans un cours de biologie à l'école, mais je n'ai jamais pensé que ça allait m'arriver. Je vois. Et Christine, que s'est-il passé? Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé? J'avais été malade à peu près un mois avant de me trouver à l'hôpital. J'avais eu une bronchite, peut-être une pneumonie. On n'était pas sûr. Un après-midi, je jouais avec mes chiens et par accident, un de mes chiens a pris ma main droite. C'était juste une petite blessure, mais je l'ai bien nettoyée. On m'a dit que mon système immunitaire était tellement bas. Je suis rentrée à l'hôpital à peu près 6 jours plus tard, à l'urgence. J'ai donné ma carte de santé à l'infirmière et j'ai tombé sans connaissance. Donc, vous étiez extrêmement malade, vous vous êtes retrouvé à l'hôpital en urgence, vous avez remis votre carte et vous vous êtes évanoui. Oui. Et par la suite? Mais je me suis réveillée un mois plus tard. J'étais dans les soins intensifs. J'avais changé d'hôpital. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes réveillé? Bien, on m'a expliqué que j'avais du dommage à des organes. En plus, on m'a dit qu'il faudrait amputer mes 4 membres pour survivre. Enfin, on m'a amputé 3 membres et j'ai pu garder ma main. Mes reins fonctionnent à 50%. Je comprends. Et Djibril, pouvez-vous nous expliquer un peu votre cas, ce qui s'est passé? Oui, je vivais à Edmonton. Je conduisais une motocyclette, puis j'avais tombé. Puis j'ai remporté l'accident, mais je pensais que j'étais correct. Des petites blessures cantinières ici et là, puis je pensais que j'étais correct. Puis je partais à la maison.
toujours plus tard, je me sentais pas bien. Puis j'ai décidé d'aller à l'hôpital. Et lorsque j'étais à l'hôpital, c'est ça que je me rappelle. Puis je me suis revu au coma un mois plus tard. Similaire à Christine. Ouais, c'est ça, ouais. Et que s'est-il passé quand vous vous êtes réveillé un mois plus tard? Vous avez fait face à des médecins qui vous ont parlé et j'imagine qu'ils vous ont expliqué un peu votre situation. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Mais il m'avait expliqué que j'étais gravement malade. Puis à ce moment-là, ils n'avaient pas beaucoup de réponses pourquoi ou qu'est-ce qui a causé ça. Mais ils continuaient à faire des recherches. Et vous êtes resté à l'hôpital pendant combien de temps? Initialement, j'étais à l'hôpital depuis le mois de mai jusqu'à septembre. Parfait. Et Christine, en quoi le fait de ne plus avoir vos mains et vos pieds a-t-il changé votre vie? Et est-il possible de décrire à quel point ce changement est profond? Moi, j'ai pas pris les nouvelles très bien. J'ai fait une dépression. J'étais suicidaire à un point. Être capable de garder ma main droite, ça a changé mon esprit un peu. Mais j'étais une mère dans une situation monoparentale, très indépendante. Alors, ça a touché toute ma vie. La vie de ma famille, la vie de mes enfants. Le sepsis a touché tout le monde dans ma famille. Le trauma que moi j'ai passé, on va dire, moi j'ai dormi. J'étais en coma pour la plupart. Et ma famille était là pour le mois, jour en jour. Le trauma, ça touche la vie de tout le monde. C'est clair. Et Djibril, qu'en était le cas pour vous quand vous vous êtes réveillé? Qu'est-ce qu'on vous a appris? Lorsque je suis réveillé, j'avais tellement de questions parce que tout ce que j'ai vu, c'était des machines qui faisaient beaucoup de bruit. Puis je vois ma mère à ma droite, puis j'avais vu mon sang à ma gauche, qui faisait pas de sens parce que pendant ce temps, je vivais à Ottawa, puis moi, j'ai vécu à Edmonton toute seule durant ce temps. Puis j'essayais de mettre toutes les pièces ensemble, mais je ne pouvais pas comprendre. Vous essayez de comprendre ce qui se passait? Oui. Le docteur disait que j'étais gravement malade. Je ne pouvais pas vraiment bouger parce que j'étais sur le lit, ça fait longtemps, puis j'ai perdu beaucoup de poids. J'avais ma barbe. Puis ils expliquaient que je serais dans l'hôpital pour un long séjour. Mm-hmm. Oui. Et est-ce qu'on vous a appris qu'on devait vous amputer? Initialement, parce que ça, c'était le mois de mai, mais ils avaient mentionné l'amputation le mois de juillet. Oui. Mais j'avais refusé parce que dans ma vie, j'avais jusqu'à date jamais vu ni connu aucun amputé, à part le Terry Fox, que j'ai appris à l'école. Puis j'étais jeune, je ne pouvais pas voir ma vie changer immédiatement. Puis c'était vraiment difficile à accepter. Puis j'ai refusé. Vous avez refusé l'amputation. Ouais. Et sur le coup, vous refusez cette amputation parce que vous avez pensé à votre vie. Vous n'étiez pas prêt à supporter ce changement étant jeune. Et vous étiez sportif également, si je ne me trompe pas. Ouais, j'étais sportif, mais j'avais aussi peur aussi. J'avais très peur. Je comprends. Et par la suite, que s'est-il passé? Quelques mois plus tard, ma jambe, mon pied commençait à se détériorer et tout. Puis en 2011, c'est là où on a décidé d'aller à l'amputation métatarsale. Donc ça veut dire un quart de mon pied droit devait être amputé. Ouais. Parce que j'essayais de sauver le plus que je pouvais. Je comprends. Et Christine, quelle a été la courbe d'apprentissage la plus difficile après que vous ayez traversé ces amputations? Moi, pour une courbe, la plus grosse courbe, c'était être le fardeau sur l'épaule de ma famille. J'ai pu apprendre, très indépendante, j'ai pu apprendre beaucoup, mais étant 100 membres, 3 membres, j'ai besoin de l'aide. Et être capable de demander pour l'aide, ça, c'est pour moi une grosse courbe d'apprentissage. Et j'aime pas être le fardeau. Et est-ce que vous avez des prothèses? J'ai des prothèses pour 2 jambes.
J'ai une prothèse pour ma main gauche, mais c'est pas une prothèse qui fonctionne. C'est une prothèse plutôt pour que le monde n'ait pas peur de moi. Pas mal. La partie esthétique, c'est ça? C'est ça. Et j'ai un bras de yoga parce que moi aussi, j'étais un athlète avant. Je courais, je faisais le yoga, mais pas comme Jibril, mais je faisais le yoga. Alors, j'ai un bras de yoga pour m'aider à garder ma force. Et pour les pieds, vous en avez? Oui, oui. J'ai 2 prothèses que je porte à tous les jours, du moment que je me lève au moment que je me couche. Parfait. Et vous, Djibril, est-ce que vous portez une prothèse? Ah oui, je porte une prothèse depuis 2019. C'est là où j'ai décidé d'aller avoir une amputation tibiale. Donc, oui, j'ai certaines prothèses pour faire. Donc, si je comprends bien, vous avez eu 2 amputations, c'est ça? C'est correct, oui. OK. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est arrivée la deuxième? Oh, définitivement. Ma première amputation, comme je vous ai expliqué tantôt, c'était une métatarsienne. Ça, c'était en 2011. Mais ma qualité de vie était pas bonne parce que j'avais toujours des douleurs des genoux, de la hanche et aussi mon bas du dos aussi. Et je marchais souvent avec une canne ou avec des béquilles, puis toujours en douleur. Puis en 2019, j'ai décidé d'aller faire l'amputation qui est juste en dessous du genou parce que j'avais vraiment pas le choix, puis je l'ai fait. Pratiquement 8 ans plus tard, c'est ça? Presque. Ouais. Pour une meilleure qualité de vie, vous avez décidé de le faire. Ah ouais. Je comprends. Christine, vous êtes une défenseur des droits des patients. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Mais c'est pas facile. La plupart des patients sortent de l'hôpital sans vraiment comprendre ce qui leur est arrivé. Aussi, je travaille en recherche comme patiente et on a besoin de faire plus de recherches sur le sepsis et le choc sepsis. C'est très difficile à supporter les patients. Défenseurs, c'est pas facile. C'est très difficile. Il n'y a pas de soutien pour nous. On a un groupe de soutien pour les amputés. La plupart des patients sortent de l'hôpital sans comprendre ce qui leur est réellement arrivé. Vraiment un écart dans le système. Je me trouve à falloir éduquer les patients sur le sepsis et les séquelles, qui est dur à délivrer ces informations-là à quelqu'un qui a déjà souffert un trauma tel quel. Je comprends. Et vous, Djibril, est-ce que vous faites partie de ce genre de groupe de support? Oui, de mon côté, je suis plus au côté des amputés. Je fais plus de parrainage par pair, comme je voyage beaucoup à travers le Canada. Puis j'encontre les amputés, les expliquer à quoi s'attendre de ce voyage d'être un nouveau amputé. Et en même temps aussi, je parle aussi avec leur famille, juste leur donner de l'espoir et du support. Parfait. J'imagine que quand on traverse une période aussi éprouvante de sa vie, on se rend compte que la vie ne tient qu'à un fil. Et le fait d'avoir survécu, cela peut être vu comme un privilège de pouvoir continuer à profiter de la vie. Christine, comment vous voyez cette nouvelle vie maintenant? Il faut dire qu'il y a des journées qui sont très dures, mais je suis tellement contente d'être en vie. J'imagine. Et j'essaie d'aider les autres qui sortent du feu, du trauma. Il doit y avoir une raison qu'on m'a sauvé. Et dans le moment, je pense que c'est pour aider les autres qui sont en train de traverser les mêmes routes. On marche ensemble. Et comme Jibril a mentionné, on essaie d'éduquer. Et le soutien, j'essaie de passer plus de temps avec ma famille. Mais vraiment, le soutien des autres, je pense que c'est quelque chose que je dois faire. C'est une seconde chance à la vie, hein? Donc j'imagine qu'on fait tout vraiment pour en profiter. Oui, comme je dis... de la meilleure manière possible. Oui, absolument. Et vous, Djibril, comment vous voyez cette vie maintenant? J'imagine que vous la voyez autrement.
Bon, la vie maintenant, je l'apprécie beaucoup, puis je ne sais pas de prendre ça à la légère. Oui. Ouais, ouais. Tous les jours comptent. Parce que, comme tu as dit tantôt, la vie est fragile. Donc, il faut vivre. Mon but de la vie, c'est de quitter ici avec mon corps plein. C'est tout. C'est ça. Il faut profiter de la vie, profiter des êtres qui nous sont chers. La famille. Et la famille, Ouais. et savoir qu'aujourd'hui, c'est une seconde chance. Alors, merci beaucoup, Christine, et merci beaucoup, Djibril, de nous avoir fait part de cette étape de votre vie, très, très, très éprouvante, j'imagine, pour vous et vos familles. Et aujourd'hui, vous avez survécu à cette épreuve et vous êtes là avec nous pour nous raconter cette histoire, et je vous en suis très, très reconnaissante. Donc, merci beaucoup, encore une fois. Plaisir. Merci. Nous avons maintenant Dr François Lamontagne qui se joint à nous depuis Sherbrooke. Bonjour Dr Lamontagne, merci d'être là avec nous. Je vais d'abord vous demander de vous présenter. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je suis François Lamontagne, professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke, à la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Je suis clinicien-chercheur au centre de recherche CHU à Sherbrooke. Et depuis environ une quinzaine d'années, je travaille comme clinicien-chercheur, un peu en recherche translationnelle, surtout en recherche clinique. Et une grande partie de mes travaux portent sur le sepsis et les modes de réanimation qu'on offre aux patients en sepsis dans les unités de soins intensifs. Merci. Alors, docteur Lamontagne, parlez-nous un peu du sepsis, car nous savons qu'au Canada, cette maladie touche environ 50 000 personnes par an. Si je ne me trompe pas, peut-être 40 000 à 50 000? Ben oui et non. Oui, il faut d'abord probablement préciser que le sepsis, ça combine plusieurs éléments. Ça se définit par la présence d'une infection, réponse immunitaire à cette infection et les conséquences de ces deux éléments-là combinés sur la fonction des organes. C'est donc un syndrome relativement large et vaste. Et donc, ce qu'on peut affirmer avec certitude, là, pour revenir à votre question, c'est que c'est un problème qui est immense, qui est énorme au Canada puis à l'échelle planétaire, et que c'est un problème qui est sous-estimé parce que les statistiques qu'on a à propos du sepsis, elles sont un peu incertaines, un peu imprécises. Par exemple, vous avancez 40-50 000 cas, c'est une statistique qu'on entend souvent. D'autres groupes de recherche avancent que les chiffres sont en fait beaucoup plus élevés au Canada seulement, là, de l'ordre de 150 à 200 000 cas par année. C'est majeur. Et cette incertitude-là, ben, elle est attribuable au fait que la définition que je vous ai résumée rapidement, elle évolue. Et les outils dont on dispose pour suivre les statistiques concernant le sepsis, ben, ils sont un peu à la traîne et ils peinent à monitorer l'évolution du sepsis de façon très, très précise. Et étant un aussi gros problème, comment ça se fait que l'idée de faire du sepsis un problème de santé mondiale ne soit apparue qu'en 2017? C'est assez récent, je trouve. Oui, alors 2017, c'est très près, alors que le sepsis, c'est un vieux problème. En fait, les médecins dès l'Antiquité décrivaient ce qui est en fait le sepsis avec d'autres mots. La définition moderne qui combine l'infection, la réponse immunitaire puis ses conséquences, ça date du début des années 90, mais elle est mise à jour assez souvent. Et ce qui est arrivé en 2017, c'est que des gens qui s'intéressaient, qui œuvraient dans le domaine du sepsis, ont sensibilisé l'Organisation mondiale de la santé à l'ampleur du problème. Et donc, le fait de mobiliser l'OMS à ce problème-là, ben là, ça a fait que c'est apparu sur le radar de la plupart des pays membres. Mais le problème, en tes dates, précède 2017. Et c'est ça qui s'est passé en 2017, c'est la mobilisation de l'OMS. Mais probablement que si on s'est mobilisé à l'échelle planétaire si tardivement, mais c'est un peu en raison des problèmes que j'évoquais plus tôt, de notre capacité assez limitée à monitorer l'incidence du sepsis. Donc, ces statistiques-là sont difficiles
à suivre parce que nos outils ne sont pas tout à fait adaptés. Puis je pourrais donner des cas plus précis, des exemples précis, mais tous les cas de sepsis ne sont pas répertoriés comme tels et c'est un peu un problème. Je vois, merci. Et qu'en est-il de la sensibilisation des Canadiens au sepsis? Parce que j'ai l'impression que les gens ne s'y connaissent pas vraiment. Oui, je pense que vous avez raison. Ça s'améliore, ceci dit. Alors, il y a un réseau au Canada qui s'appelle le réseau Sepsis, qui a beaucoup travaillé dans les dernières années à coup de sondage, à documenter un peu ce que le public comprend ou la sensibilisation dans le public. On croit que le terme sepsis, il est utilisé de plus en plus souvent. Donc, il y a une certaine progression. Mais par contre, la compréhension de ce que ça veut dire, c'est un terme qui demeure galvaudé. Puis donc, vous avez raison. Là, même s'il y a un peu de progrès, il reste beaucoup de travail de sensibilisation. Puis il faut travailler sur la compréhension des choses maintenant. En effet. Alors, docteur Lamontagne, j'ai entendu dire que même une coupure de papier pouvait provoquer un sepsis. Est-ce que c'est le cas? En fait, toute infection peut mener à un sepsis. Alors, et l'exemple que vous donnez d'une blessure qui est assez mineure, la blessure, c'est néanmoins à l'occasion une porte d'entrée pour une infection. Là, t'en reste là, c'est normal, mais n'importe quelle infection peut dégénérer et évoluer vers le sepsis. Donc, et vous mentionniez la compréhension limitée peut-être du public au Canada. Tout type d'infection peut mener à un sepsis. Les infections par des virus comme la grippe, la COVID, les infections bactériennes comme celles qu'on contracte quand on se blesse et les infections fongiques. Donc, alors, tout type d'infection peut mener à un sepsis. C'est comme un grand panier qui englobe vraiment plusieurs types de maladies, un peu comme le terme cancer est un terme très générique qui englobe plusieurs maladies différentes. C'est un peu le cas pour le sepsis aussi. Mais oui, tout le monde est un peu à risque de développer un sepsis. Parfait. Et en termes très simples, que se passe-t-il exactement? Est-ce que l'infection passe par la circulation sanguine? Là, on tombe dans des considérations plus compliquées. Puis alors, on ne retrouve pas toujours l'infection dans le sang. On peut trouver les traces de l'infection dans le sang. Donc, une bactérie peut circuler dans le sang et ça, c'est anormal. Et souvent, les patients qui ont des bactéries dans leur circulation sanguine, effectivement, ils ont assez souvent un sepsis associé à ça. Mais on peut faire un sepsis quand l'infection, elle est circonscrite à un endroit précis et qu'elle ne circule pas dans le sang. Par exemple, je pourrais faire une pneumonie et le microbe il pourrait être circonscrit à mes poumons et je pourrais néanmoins faire un sepsis et un choc septique, même si le microbe qui est dans mes poumons ne se retrouve pas aussi dans le sang. Donc, oui, à l'occasion, les microbes, ils sont dans le sang, à l'occasion, ils sont ailleurs. Et ça fait pas partie de la définition du sepsis. Le sepsis, c'est vraiment une infection, peu importe laquelle, peu importe où elle se trouve, la réponse immune à cette infection-là, puis les conséquences néfastes. Parfait. Docteur Lamontagne, parlez-nous un peu des symptômes. Alors, ils sont variés et c'est pour ça que les statistiques peuvent être compliquées à suivre. C'est que comme je l'ai évoqué plus tôt, c'est un gros panier, le sepsis, et on mélange dans ce panier-là plein d'infections différentes, qui ont plein de problèmes qui sont à l'origine assez différents. Et donc, les manifestations cliniques vont être elles aussi différentes. Alors, quand le sepsis découle d'une infection des poumons, donc quand le sepsis découle d'une pneumonie, les symptômes sont souvent respiratoires. Donc, évidemment, il va souvent avoir de la fièvre. Ça, c'est assez commun à toutes sortes d'infections. Mais si l'infection, elle est logée principalement dans les poumons, bien là, il peut y avoir de la toux, il peut y avoir des expectorations, donc les patients peuvent cracher, une détresse respiratoire. Donc, ça, c'est quand les poumons sont atteints, évidemment, ça va prédominer. L'infection, elle peut se loger dans la cavité abdominale. Et dans ces cas-là, en plus de la fièvre, il peut y avoir des nausées, des vomissements, de la diarrhée, de fortes douleurs abdominales. Si vous évoquiez les sepsis qui découleraient d'une coupure de papier, dans une plaie banale, et quand la plaie se complique d'une infection qui progresse rapidement, à ce moment-là, encore là, de la fièvre, des courbatures, mais
la rougeur, la douleur au site de la plaie initiale risque de progresser très rapidement. Et ça devient à ce moment-là des signes cardinaux d'une infection qui évolue vers le sepsis, donc les restes sur la peau. C'est les signes et les symptômes, donc la fièvre, la douleur, détresse respiratoire, en fonction des organes qui sont atteints. Mais on va mesurer en faisant des tests, des marqueurs différents de conséquences néfastes du sepsis. Et comment diagnostiquer un sepsis lorsqu'on présente plusieurs symptômes, comme vous l'avez décrit tantôt? Alors, c'est très vaste et donc il y a plusieurs manières d'arriver à un diagnostic de sepsis, mais il faut qu'il y ait une infection, encore là, qui sera soit une infection confirmée, il faut qu'on trouve le microbe ou que l'équipe médicale présume que peu importe les résultats des tests, il y a un microbe. On n'est pas toujours capable d'isoler le microbe, mais quand on pense que c'est une infection qui est à la source de tous les problèmes, mais ça, c'est un premier critère. Secondairement, il faut qu'on trouve, en faisant des tests, des signes des conséquences néfastes de cette infection-là qui, combinée à la réponse immune, va avoir des impacts négatifs. Et ça, on enregistre ça souvent par le biais de tests sanguins. Alors, quand on s'aperçoit, par exemple, que la fonction des reins se détériore, on est capable de le mesurer dans le sang. Si la fonction des cellules sanguines, elle est altérée, alors on mesure les plaquettes dans le sang, à ce moment-là, ça, c'est un problème. Si la fonction du foie, elle est altérée, on l'enregistre dans le sang. Donc, on a certains critères comme ça qui nous permettent de cartographier les conséquences néfastes de l'infection et de la réponse immunitaire anarchique. Et quand on a tout ça ensemble, ça fait un sepsis. Vous avez d'ailleurs touché à ma prochaine question. Est-ce qu'il existe un test sanguin spécifique pour vraiment diagnostiquer le sepsis? Alors, il y a des tests sanguins qui participent à la définition, mais il n'est pas spécifique parce que les tests sanguins qu'on utilise et qui servent de critères au sepsis, ce sont les mêmes tests sanguins qu'on utilise dans d'autres contextes. Alors, quand la fonction des reins, elle est affectée dans un contexte de sepsis, comme elle peut être affectée dans un autre contexte. Et donc, il incombe à l'équipe médicale de rassembler les différentes pièces du casse-tête et d'en faire un sepsis. Mais vous êtes en train de mettre le doigt sur la raison précise pour laquelle c'est difficile de bien identifier chaque cas de sepsis. Parce qu'un médecin pourrait diagnostiquer une pneumonie à son patient avec des problèmes associés comme une insuffisance rénale et ne pas mettre ensemble, ne pas rassembler les morceaux du casse-tête et ne pas dire après ça dans le dossier qu'il s'agit d'un sepsis. Ce qui fait qu'après ça, dans les statistiques de l'Institut canadien de l'information sur la santé, ce patient-là n'apparaîtra pas comme un patient qui a souffert d'un sepsis. Il va apparaître comme une pneumonie avec une atteinte de la fonction rénale. Donc, les pièces du casse-tête, si elles ne sont pas bien rassemblées par les équipes traitantes, on peut manquer les cas de sepsis. Et est-ce que, par exemple, une personne peut arriver à l'hôpital et juste dire « vérifiez vraiment si je souffre d'un sepsis ». Bien, c'est super intéressant que vous posiez la question parce que ça fait partie des stratégies que certains pays ont choisi d'adopter. Donc, le problème, c'est que si on ne reconnaît pas les cas de sepsis en tant que médecin, en tant qu'infirmière, les patients peuvent passer un peu entre les mailles du filet. Et non seulement c'est mauvais pour le suivi des statistiques, mais c'est surtout mauvais pour ce pauvre patient-là qui peut être pris en charge tardivement, puis ça peut être moins bon pour lui ou elle. Alors, au Royaume-Uni, en particulier, ils ont beaucoup investi dans la sensibilisation du grand public, un peu comme on l'a fait en Amérique du Nord pour les accidents vasculaires cérébraux. Alors, on apprend au public que la combinaison de fièvre et quand on se sent vraiment très mal, qu'on se sent prostré, bien, ça peut être un sepsis. Et donc, ils ont investi auprès du public pour que le public se présente outillé avec de l'information qui pourrait faire allumer les infirmières et les médecins qui pourraient les mettre sur la piste du sepsis. Donc, ça, c'est une stratégie de santé publique qui est valable, qui est utilisée beaucoup dans certains pays, et un peu au Canada, sous l'égide du réseau dont je vous parlais, le réseau de sepsis du Canada. Parfait. Et docteur Lamontagne, juste pour une clarification, quelle est la différence entre le sepsis et le choc septique? Alors, le choc septique, c'est une forme plus grave de sepsis. Alors, il y a des critères additionnels. Quand je vous parlais des conséquences néfastes du sepsis,
qui est question de choc septique, c'est parce qu'une de ces conséquences-là, c'est la baisse des chiffres de pression artérielle. Donc, quand les patients qui prennent leur pression à la maison, et en général, c'est parce qu'ils souffrent de haute pression, mais si en présence d'infection, de fièvre, de malaise comme ça, la pression, elle baisse, devient anormalement basse. En général, on va parler d'autres critères, mais c'est beaucoup la baisse de la pression artérielle qui définit le choc septique. Et à ce moment-là, ces patients-là ont généralement besoin d'un traitement spécial qu'on dit de vasopresseur qu'on administre sur les unités de réanimation. Donc, c'est une forme, dans tous les cas, les patients peuvent être très malades et décédés, mais le choc septique, c'est la forme la plus grave de sepsis. Je vois, merci. Et parlez-moi donc un peu de ce qui est fait ici pour améliorer les chances de survie, car beaucoup de patients perdent la vie. Bon, il reste beaucoup de travail de sensibilisation à faire. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un plan d'action national si clair. Hein? Les priorités pour... Pour améliorer les chances de survie, c'est ça? C'est ça. En fait, vous allez poser la même question à différentes personnes, puis vous allez obtenir des différences. Alors, vous avez, par exemple, au Royaume-Uni, ils ont beaucoup investi dans la sensibilisation du grand public. C'est une stratégie qui est valable. Étant donné que le sepsis, c'est un panier qui est si gros, qui englobe plein de sous-catégories, il y a des endroits où on a prioriser la recherche sur les traitements spécifiques pour les différents sous-types de sepsis. Donc, comme il y a plein d'infections différentes là-dedans, plein de types de patients assez différents, il y a des gens qui travaillent surtout sur la recherche de traitements plus personnalisés qui seraient efficaces dans certains cas de sepsis, mais pas dans d'autres. Alors ça, c'est une approche très thérapeutique, c'est valable. Je vous dirais que mon opinion personnelle, et ça va peut-être... ça concerne les organisations comme l'Institut canadien d'information sur la santé. Je pense que la pierre d'assise de toute intervention, de toute stratégie, il faut d'abord régler le problème évoqué au début de suivi des statistiques de sepsis. Il faut d'abord être capable de bien mesurer, de bien répertorier chaque cas de sepsis, d'en prendre acte. Parce que, alors pour plusieurs raisons, dans un premier temps, et on arrive à mieux décrire l'ampleur du problème, mais la sensibilisation du grand public, elle en découle presque de façon automatique parce que c'est sûr qu'on sous-estime le problème. Donc, il y a un aspect de sensibilisation qui est intrinsèque à tout ça. Deuxièmement, c'est parce que en ayant des données exhaustives sur tous les cas de sepsis à l'échelle du pays, qu'on est capable de mieux distinguer les différents sous-types qui peuvent exiger des traitements différents, mais aussi les différentes trajectoires. Alors, je vais vous donner un exemple très, très précis, là. Les enfants qui contractent des infections virales à chaque année pendant les vagues sédentaires, ça, c'est souvent des cas de sepsis. Et la trajectoire pour ces enfants-là, en très bas âge, elle est très, très, très différente de la trajectoire des patients plus âgés qui sont supprimés parce qu'ils ont reçu de la chimiothérapie pour un cancer et qui développent un sepsis à l'hôpital après une chirurgie. Ça, c'est un cas de sepsis qui est nosocomial. C'est-à-dire que les traitements qu'on a offerts à ces patients-là sont à l'origine d'un problème de sepsis. Dans les deux cas, on peut agir pour prévenir, mais les stratégies vont être très, très, très différentes. La pierre d'assise, selon moi, pour vraiment mettre la hache dans le sepsis, c'est de tout documenter. Et ça, on peut le faire, évidemment, pour outiller des organisations comme l'Institut canadien pour le faire. Et avec l'accès à ces données-là, ça peut se régler rapidement et mieux distinguer les différentes grappes de sepsis, les différentes trajectoires pour être capable de cerner ou agir pour prévenir les cas. Parce qu'on peut les soigner, il faut les soigner mieux, mais quand on est en thérapie, en traitement, on est toujours en retard. D'abord, ça va coûter extrêmement cher, ça ne fonctionnera pas tout le temps, ça va laisser des séquelles. Si on est capable de prévenir, ça va être beaucoup plus efficace et rentable et les patients s'en trouvent bien mieux parce que là, il n'y a pas de séquelles à un problème qu'on a évité. Mais pour bien prévenir, il faut être capable de bien discerner les différentes sous-catégories, les différentes trajectoires. Et ça, ça serait, selon moi, la priorité qui ferait l'affaire d'un peu tout le monde. Tous les acteurs peuvent tirer profit d'une stratégie, je pense, qui cible la prévention. Parfait. Et docteur Lamontagne, qu'en est-il du sepsis qui commence à la maison? Et que peuvent faire les personnes qui écoutent et que peuvent faire les médecins de famille? Puisque je pense que c'est là où se trouvent la plupart des cas de sepsis. À être catégorique, il y a énormément de cas de sepsis qui sont nosocomiaux.
Les cas nosocomiaux, c'est les infections qu'on contracte à l'hôpital après une chirurgie, après une chimiothérapie, ou après avoir pris des médicaments immunosuppresseurs. Alors, il y en a beaucoup. Et donc, les stratégies, donc on peut vraiment travailler sur la transmission d'infections à l'hôpital. Ça, c'est crucial. Et c'est crucial pour tout le monde parce que c'est catastrophique pour les patients, pour les familles. C'est catastrophique pour le système hospitalier qui finit par traiter ses propres complications, mais on peut agir là-dessus. On est capable d'identifier où dans la trajectoire du réseau de santé les patients attrapent un sepsis. Mais vous avez raison qu'il y a une grosse partie des cas de sepsis qui apparaissent un peu comme dans un ciel clair, là, alors que les gens sont à la maison et qui ne présentent pas nécessairement un facteur de risque. Alors, l'école publique soit plus sensibilisée que la première ligne. Là, on parle des médecins de famille, on parle des infirmières, praticiennes, on parle des pharmaciens. On entre dans un système de santé par différentes portes et il faut qu'à chacune de ces portes-là, le réseau soit bien sensibilisé. Alors, tant mieux si le patient ou la patiente elle-même reconnaît des signes et se présente en disant « je crains que ça puisse être ça, occupez-vous d'un potentiel ». Si ce n'est pas le cas, il faut que la première porte à laquelle cette personne-là va cogner, que ce soit la pharmacie, la clinique d'infirmière praticienne, le bureau de médecin de famille, il faut que là, les gens soient sensibilisés parce que la reconnaissance précoce, c'est un peu la première très bonne stratégie, à mettre en œuvre pour améliorer les chances de ces patients-là. Parfait. Ma dernière question est la suivante. Quelle est la prochaine étape et qu'envisagez-vous pour vraiment appuyer sur le bouton de sécurité du sepsis? Oui, il y a moi personnellement, puis après ça, il y a pas nécessairement un consensus, puis vous allez poser cette question-là à différentes personnes. Tout ce qu'on a dit est valable. On n'a même pas évoqué que dans bien des cas, l'infection découle de conditions de vie insalubres. Alors, il y a des endroits au Canada où on n'a pas d'eau courante. Comprenez que là, on est à risque de contracter des infections en consommant de l'eau contaminée. Alors, dans ces cas-là, il y a des stratégies, évidemment, à mettre en œuvre qui sont très différentes des stratégies à mettre en œuvre pour les cas de sepsis à l'hôpital. Alors, mais tout ça est valable. L'idée, si vous me demandez c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi le bouton sur lequel appuyer à ce stade-ci, ben c'est qu'il n'y en a pas un. Puis selon le type de sepsis dont on parle, ben la stratégie pourrait être différente. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, et là, c'est mon humble avis personnel, je pense que la première étape urgente, ce qu'on aurait dû faire hier, c'est de régler la question du monitoring et du suivi des statistiques épidémiologiques. Parce que ça, les données, elles existent. C'est pour de mauvaises raisons qu'elles sont difficiles d'accès et difficiles à traiter. Mais en donnant les ressources à des organismes compétents, on est capable tout de suite de mieux comprendre l'ampleur du problème, les différentes sortes de sepsis et de développer les stratégies appropriées pour agir. Alors, on n'agira pas de la même manière sur le sepsis causé par les infections virales à 5 ans qu'on mettra en œuvre pour régler les problèmes de qualité de l'air ou de One Health, l'air de qualité, l'eau potable de qualité dans les endroits où les populations sont dans des situations de vulnérabilité extrême. Puis, on n'agira pas de la même manière à l'hôpital pour réduire le risque de sepsis nosocomial. Mais la première étape, c'est de faire la cartographie de tous ces cas-là, de bien les distinguer pour mettre en œuvre les bonnes stratégies aux bons endroits. Ça sera pas, malheureusement, il n'y aura pas un bouton unique ou une stratégie unique applicable partout. Merci beaucoup, Dr Lamontagne, d'avoir élucidé les questions relatives au sepsis, un sujet aussi sensible et important et dont j'aurais vraiment souhaité en savoir autant il y a 1 an, puisque ma mère est malheureusement décédée de cette maladie. Et j'en ai appris davantage et je suis sûr que c'est le cas également pour nos auditeurs. Bon, ben, je vous offre mes condoléances. Je suis désolé d'entendre ça, mais merci de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de participer à cette discussion-là. Merci beaucoup, c'est très apprécié et tout le plaisir est pour moi. Saviez-vous que vous pouvez connaître le taux de sepsis de votre hôpital local en consultant le site web de l'UCIS? C'est le icis.ca. Vous pouvez également consulter le site web de Sepsis Canada pour plus d'informations. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Notre producteur exécutif est Kevin O'Keefe et un grand merci à Heather Balmain
notre assistante de production, et Avis Favreau, l'animatrice du balado de l'ICIS en anglais. Abonnez-vous au balado d'information sur la santé et écoutez-le sur la plateforme de votre choix. Ici, Ali Agnan, à la prochaine.